Donc avançons, troisième joueur du jour. Passons à Tobias Harris, si tu veux bien. Tobias Harris. Alors, le cas compliqué du jour peut-être, on verra. 9 saisons sur la décennie, Tobias Harris, puisqu'il est de la draft 2011, 16 points de moyenne et 31 minutes de jeu sur cette décennie, 19 000 minutes, mine de rien, 37e total de la décennie, 618 matchs. Au niveau des récompenses individuelles, il n'y a rien. Il n'y a pas. Même Jeff Teague, il a été All-Star. Non, je charrie, je taquine. Alors très marrant. Alors là, tu vois, c'est pour des joueurs comme ça que j'apprécie de citer les comparaisons de NBADraft.net. Comme ça, les gens se rendent compte de NBADraft.net. Pour eux, Tobias Harris, à l'époque, c'était un mélange entre Chris Humphries et Glenn Rice. Waouh. Alors déjà, mais le mélange ne va pas du tout. Enfin. Tu en fais ce que tu veux entre un poste 4 non-shooter et un poste 2 shooter. Voilà. Waouh. Voilà. On vous aime. NBADraft.net, on vous aime. Après, on peut très bien dire qu'un joueur est un mélange de Chris Paul et Dwight Howard, mais ça dépend à quel degré on se place, quoi. À ce moment-là, tous les joueurs sont des mélanges de joueurs. C'est-à-dire que plus tu prends plus un éventail large, plus forcément tu peux mettre de joueurs entre les deux, quoi. Entre Ty Lawson et Rudy Gobert, il y en a plein qui sont un mélange des deux, quoi. Bref, Draft Express, leur meilleur scénario pour eux, c'était Shane Battier, mais avec plus d'attaques. Littéralement, ils ont écrit ça, Shane Battier avec plus d'attaques. Bon, je suis pas d'accord. Et le pire scénario, c'était moi non plus. Ryan Gomez, le pire scénario possible. Niveau surnom, pas grand chose non plus. Hein. Lui, il est un peu dans la lignée de Jeff Teague, hein, pas hyper fun, un peu. On a juste Toby, T-O-B-I, voilà, hyper créatif au niveau des surnoms. Bref, donc au niveau de son parcours rapidement, c'est le 19e pick de la draft 2011, et donc 2012 année rookie. Il joue 42 matchs, mais clairement il joue très très peu. Hein. Il joue à peine 11 minutes par match. Rappelons que c'est le Milwaukee de Scott Skiles notamment, et si je dis pas de bêtises, ou bref, en tant que rookie, il n'a pas beaucoup de minutes du tout. 2013 non plus, il a été drafté, donc premier tour, hein, drafté par la franchise de Milwaukee, mais qui 2013 non plus lui donne pas du tout de minutes, hein, presque pas. Il fait 28 matchs à Milwaukee, et donc ensuite échangé en milieu d'année 2013 contre JJ Redick. Donc lui, il part à Orlando, et il finit la saison. Alors pour le coup, il jouait 11 minutes par match et 4 points de moyenne à Milwaukee en début d'année. Il va à Orlando, il fait 36 minutes par match et 17 points de moyenne. Il explose dans cette équipe d'Orlando où en fait il n'y a personne et on lui donne tous les ballons. Saison 2014, saison complète avec Orlando, il fait 30 minutes et 15 points de moyenne. C'est pas pour rien que je précise saison complète parce qu'il n'aura pas beaucoup sur cette décennie. Saison 2015, il fait 17 points et 35 minutes de jeu toujours avec Orlando. 2016, il fait début d'année avec Orlando, 49 matchs, et puis ensuite il est échangé à Détroit. Il fera à la fin d'année donc 27 matchs avec les Pistons qui feront les playoffs, et donc lui aussi. Premier playoff pour lui en carrière, et malheureusement ça tombe contre Cleveland au premier tour. 2017, du coup, saison complète avec les Pistons, 31 minutes de jeu, 16 points de moyenne, voilà. Malheureusement, les Pistons ne confirment pas. Saison 2018, 48 matchs du côté de Détroit, avec un bon début de saison collectif du côté de Détroit, enfin tout est relatif. Mais ensuite, il est échangé contre Blake Griffin aux Clippers. Voilà, c'est un peu un thème, hein, les échanges de son côté. Et puis donc, il finit la saison aux Clippers, c'est une trentaine de matchs, pas de playoff évidemment. 2019, il fait partie de cette belle équipe des Clippers qui tourne pas mal, avec plein de joueurs, un peu des pièces rapportées. Lui, il fait une soixantaine de matchs aux Clippers, avant ensuite d'être échangé à Philadelphie, aux Sixers. Et donc là, il vient compléter l'effectif avec Ben Simmons, Embiid, Butler qui est arrivé plusieurs mois avant. Et donc, la quatrième star, c'est Tobias Harris, je l'ai dit. En playoff, évidemment, c'est la fameuse série contre Toronto avec le tir de Kawhi Leonard. Et puis la free agency, parce qu'il a montré tellement de belles choses, il reçoit un contrat faramineux de la part de Elton Brand qui lui donne 180 millions sur 6 ans, c'est-à-dire entre 32 et 40 millions par an, contrat progressif. Et donc 2020 pour finir l'année, première saison de son énorme contrat, il fait du 20 points de moyenne cette année-là. Et en playoff, c'est éliminé dans la bulle contre Boston au premier tour. Bref, donc oui, pour te lancer sur son profil, j'ai littéralement noté sur ma fiche Tobias Harris, on en fait quoi? Enfin, est-ce que c'est pas Osef total en fait, Tobias Harris? Ben, c'est un peu ce que je me suis dit. Est-ce qu'il mérite d'être dans la liste? Alors, on en parlera après quand on fera le classement. On verra si. En fait, ça dépend.
pour moi, oui, il est au-dessus d'Alfaro Camino pour l'instant, mais Alfaro Camino risque sûrement de partir de la liste. Donc, ça, c'est compliqué à répondre comme question. Par contre, pour répondre à ta première question, qu'est-ce qu'on en fait? Ma réponse, c'est je ne sais pas. C'est terrible parce que c'est un joueur où je pense que son talent de basketteur est indéniable. Et en fait, il y a tellement d'images qui nous viennent en tête de Tobias Harris. Effectivement, tu l'as dit, c'est cette saison aux Clippers où on a envie de lui donner. Enfin, moi, j'ai envie de le voir dans cette équipe qui va en playoff, c'est avec Montrezl Harrell, avec SGA, avec Gallinari, mais c'est vrai qu'il y est pas en fait. Ouais. Il y est pas parce qu'il est tradé avant. Après, Mais en il fait les fait, playoffs avec les Sixers cette année-là. Donc, oui, mais dans un rôle différent. Avant son transfert, il est quand même vraiment responsabilisé aux Clippers et il a un rôle majeur. Mais non, c'est vraiment du gâchis en fait. Si on réfléchit aux saisons qui comptent, en fait, on peut presque enlever les 5 premières, voire les 6 premières de sa carrière où il est un peu vadrouillé dans des effectifs où en fait, à chaque fois, c'est un concours pour lui donner le contexte où on peut lui donner le ballon, où ça ne va pas donner de résultats collectifs parce que l'équipe n'est pas faite pour performer, mais on va lui donner le ballon, il va pouvoir faire ses stats de manière plutôt efficace quand même, il est toujours autour de l'efficacité moyenne de la ligue. Mais non, c'est malheureusement beaucoup de paniers de basket dans le vent, quoi. Et puis il arrive ensuite dans son seul rôle dans une équipe qui veut jouer quelque chose à Philadelphie. Et malheureusement, voilà, il subit un peu le fait que c'est pas forcément le meilleur choix, quoi. On préfère Tobias Harris à Jimmy Butler, alors que non, c'est pas forcément ça. Alors on peut pas lui imputer ce choix qui est plutôt fait par Elton Brand, mais le problème, c'est voilà, il a 2 saisons à la fin à Philadelphie qu'on peut vraiment compter comme des saisons qui comptent. Ouais, une et demie même, hein, parce qu'il arrive en cours d'année. Oui. Et oui, alors juste, et encore petite parenthèse, c'est je pense le joueur qui a la page Basketball Reference la plus moche. Oui. Parce que ça fait 35 lignes, puisque à chaque fois il montre. Chaque fois, il y a 2 lignes pour une saison en fait. Et voilà. Et donc j'ai découvert, grâce à Tobias Harris, la fonctionnalité de cacher les lignes partielles. Mais si on le fait pas, c'est vraiment illisible, Voilà. En fait, pour moi, pourquoi est-ce que j'ai noté sur ma fiche OSEF total? En fait, pour moi, on retombe dans le débat et dans le cas en fait de Rudiger, par exemple, ce genre totalement. De joueur quoi, dont on a parlé avec Antoine ou on a déjà parlé sur la saga, c'est-à-dire ce genre de scoreur à gros volume, en tout cas scoreur à volume, on va dire, mais qui n'ont pas forcément l'efficacité. Et on retombe aussi sur du coup ce qu'on dit avec Antoine, le coup de finalement où est-ce qu'elle est la valeur? Est-ce qu'elle est par rapport à 0 ou est-ce qu'elle est par rapport à la moyenne? Et moi je pense qu'il faut plutôt regarder quelle valeur tu ajoutes du coup par rapport à la moyenne, par rapport à si on ne donnait pas tes minutes à toi, si on les donnait à quelqu'un d'autre de compétent. Ouais. Et pas seulement de regarder à quel point voilà, il fait 20 points par match. Bah oui, c'est 20 de plus que de rien mettre, 20 de plus que de 0. Mais je crois que c'est pas trop la bonne façon d'aborder le problème pour moi, dans le sens où s'il n'y a pas Tobias Harris, il n'y a pas rien du tout, quoi. Il y a un autre joueur et il y a potentiellement d'autres joueurs qui peuvent être là et qui peuvent avoir des rendements, on va dire, moyens. Donc c'est pour ça que moi c'est surtout par rapport à la moyenne que j'essaie de calculer. Et donc dans ce mode d'évaluation, on retombe sur le cas de Rudiger ou d'autres joueurs qu'on a abordés où ok, il y a du volume au scoring, mais finalement quelle est cette valeur-là quand le rendement de tout ça, c'est finalement un rendement que tu pourrais avoir avec un scoreur d'efficacité moyenne, avec des role-players. Voilà, il y a ce problème-là. Si tu peux pas faire bouger le curseur si ton rendement, c'est littéralement le rendement moyen de NBA. Donc il y a ce côté-là. Et puis surtout, l'autre aspect de ça qu'on n'évoque pas trop, c'est aussi ce qu'on appelle le coût d'opportunité. C'est-à-dire, ok, il te met ces 20 points-là avec une efficacité pile dans la moyenne, ou en dessous aussi parfois. Mais finalement, tu vois, il prend quand même pas mal de tirs. Et qu'est-ce que serait ton équipe si ces tirs-là, tu lui enlevais et tu les donnais à d'autres? Et voilà, c'est le côté, t'enlèves Rudiger de Memphis et tu donnes... ok, tu trouves pas quelqu'un pour prendre les 20 tirs de Rudiger et le remplacer dans ce thème-là, mais t'en donnes un peu 5 à Mike Conley, 5 à Zach Randolph et 5 à Marc Gasol. Et grosso modo, c'est comme ça que tu arrives un peu à redistribuer les cartes. Et du coup, c'est pour ça que je trouve qu'il y a aussi ce truc à prendre en compte qui est le coût d'opportunité et en gros, oui, lui, il te met ces points-là parce qu'il a
pas mal de cartouches à utiliser. Mais finalement, est-ce que tu pourrais pas construire ton équipe différemment, d'un point de vue salaire, mais aussi d'un point de vue répartition des tirs? Et oui, il y a du volume, avec un joueur qui met du scoring avec un gros volume. Mais finalement, si tu redistribues un peu les cartes un peu à tout le monde, est-ce que ça serait vraiment pire? Je pense pas, et je pense même que dans certains cas, ça peut être mieux, quoi. Ouais, totalement, totalement. Et puis, il avait pas non plus cette efficacité, ou enfin, en tout cas, ce scoring à un tel volume, et à Ouais. une telle efficacité qui pouvait justifier ce terme d'investissement, ce terme de coût d'opportunité, quoi. Ce qui est un peu dommage quand on imagine le talent, et parfois il nous l'a montré sur certaines séquences, mais c'est un joueur qui prend, mine de rien, des tirs de star sans pour autant avoir montré la capacité de les mettre que ce soit à fort volume ou à forte efficacité. Bah, disons qu'il peut les mettre. Et effectivement, si tu le compares à un joueur NBA lambda, il est capable de mettre des tirs un peu difficiles, un peu de création balle en main, que la majorité des joueurs lambda ne sont pas capables de mettre. Certes, le problème, c'est qu'il est incapable, d'une part, de les mettre avec une efficacité fantastique, où tu pourrais te dire, bah, je sais pas, moi, Demar DeRozan, il prend des tirs difficiles, mais il les met tellement souvent actuellement, là, récemment, que ça vaut largement le coup, finalement. Et puis d'autre part, il est capable de mettre ses tirs un peu difficiles à mi-distance ou sur pick and roll isolation. En même temps, d'un autre côté, il est incapable aussi de générer des bons tirs et des tirs faciles, et des tirs rentables, que ce soit des lay-ups au panier ou des lancers francs, ou même des pull-ups à 3 points. Même, à la limite, on peut étendre ça au pull-up à 3 points. Et ce qui fait que, oui, tu as ce côté, bah, il est impressionnant, il met des tirs en isolation. D'accord, mais il prend aussi ces tirs-là parce qu'il est, dans le même temps, incapable de générer en quantité et en qualité des tirs rentables au panier, par exemple. Ouais, et puis c'est là que ça pose moins de problèmes sur des équipes qui ne jouent pas forcément grand-chose, mais si on regarde la série qu'ils perdent face aux Raptors sur le tir de Kawhi, malheureusement sur cette série, il est en panne d'adresse totale, parce que ces tirs compliqués, tout d'un coup, il est plus défendu par des postes 4 de saison régulière, non. Là, pour le coup, il est défendu par Kawhi, et il est défendu par Pascal Siakam. Ouais. Et bon, les stats, alors, elles valent ce qu'elles valent, hein, c'est les stats de match-up de NBA Stats. Selon ses stats de tracking, il est à 2 sur 15 face à Kawhi, et 7 sur 18 face à Pascal Siakam. Donc, isolation, certes, mais on peut pas lui demander de le faire au plus haut niveau non plus, quoi. Oui. C'est pas quelqu'un qui a ce côté implacable, non. C'est possible de stopper les isolations de Tobias Harris. Ouais, et puis pour revenir aussi à un point intéressant que tu soulevais, c'est par rapport au volume, finalement. En fait, il n'a pas non plus cette capacité à augmenter son volume et à prendre plus de place, quoi. Non, contrairement à Rudiger, par exemple, qui a pu, Exactement, ouais. Et même, tu vois, par exemple, autre exemple, hein, Russell Westbrook, tu lui mets une équipe où il n'y a pas grand monde, bah lui, il va la prendre la place. Tobias Harris, il a jamais été capable de prendre cette place-là. Et finalement, tu vois, que Tobias Harris soit première option d'équipe dans une équipe nulle, ou troisième option d'équipe dans une équipe d'élite, ou deuxième option dans une équipe moyenne, enfin bref. En fait, à chaque fois, dans tous les contextes, et quelle que soit sa place dans la hiérarchie, il a toujours le même volume. Et il n'a pas une capacité à augmenter ce volume et à faire plus. Voilà, il a été aussi dans certaines équipes nulles. Il n'est pas monté sur du 30% d'usage, 35% d'usage, avec des énormes volumes d'utilisation ou de rentabilité, de production brute, on va dire. Il a même pas ça, quoi. Tobias Harris, toute sa carrière, qu'il soit dans des équipes Philadelphie d'élite ou à Détroit, qui est complètement nul, ou, enfin bref, partout où il va, en fait, c'est Tobias Harris. 16 points, 17 points de moyenne sur le même volume, entre 20 et 26% d'usage. Voilà, c'est pas. Donc il y a ce côté efficacité qui est pas là, mais il y a le côté volume non plus qui est pas trop là, quoi. C'est un peu dommage, quoi, parce qu'il y a même pas cette valeur de bon, l'équipe est pourrie, je suis pas hyper efficace, mais je vais prendre les rênes et au moins on aura cette rentabilité là. Il y a même pas ça, quoi. Donc c'est un peu dommage, et tu vois, je pense que c'est pas un hasard non plus si il a été échangé autant de fois, quoi. La seule raison pour laquelle aujourd'hui il n'est pas échangé, c'est parce qu'il a un contrat qui est inéchangeable. Mais voilà, tu parlais aussi de sa page basketball référence qui est illisible, parce qu'en fait, tous les ans presque, ou tous les 2 ans, il est échangé. Je pense que c'est pas une raison si il était à ce point échangé tout le temps, et pourtant par des équipes qui étaient pourtant relativement bonnes, en tout cas qui à certains passages pouvaient l'être. Voilà, il est quand même très souvent échangé. Je pense que c'est pas pour rien. Et tu parlais de la difficulté de lire sa page basketball référence parce que il y a plein de lignes en plus. Je pense qu'il y a aussi une autre difficulté, c'est à quel point est-ce qu'on arrive à avoir des échantillons un peu stables finalement, et en fait on n'y arrive pas parce qu'il est tellement de fois échangé que il y a que des mini-échantillons de 30 matchs par-ci, 40 matchs par-là.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais du coup, tu te retrouves avec presque aucune saison complète où tu peux dire échantillon stable, on peut dire que l'efficacité, on peut la prendre en compte ou pas. Et du coup, j'ai été un peu obligé de prendre l'efficacité globale sur l'ensemble de la carrière. Et effectivement, il est à peine à plus 2% par rapport à la moyenne NBA sur des volumes autour des 22, 23, 24, 25% d'usage. Voilà, c'est du volume, c'est des stats brutes, mais finalement pas beaucoup, quoi. Ouais, et puis ce problème d'échantillon dont tu parlais, c'est d'autant plus frustrant que il y a certains moments où, à la fin d'une saison avec une équipe après un échange, il a pu avoir des rôles qui ont été un peu différents du scoreur d'isolation qu'on a pu voir dans d'autres contextes ou plutôt sur l'ensemble de sa carrière. Par exemple, la saison 2015-2016 à Détroit, il a tout de suite un régime de tir qui est un peu différent, où il va prendre un petit peu plus de tirs à 3 points, un petit peu moins de tirs en isolation. Mais comme ça, c'est sur des bouts de saison, et puis après, le roster va encore changer, enfin, l'effectif va encore changer. C'est vrai que c'est dommage, parce qu'on l'a vu parfois dans des rôles un peu différents, mais dans des bouts de saison, et qui s'inscrivaient jamais dans la durée, puisque voilà, soit il était échangé à nouveau, soit son rôle changeait avec les effectifs, en fait. Puis on l'a pas dit non plus, mais effectivement, pas de playmaking, pas de création de jeu collectif, et c'est ça aussi qui pénalise, hein, c'est que son scoring n'est pas efficace, c'est pas si intéressant que ça, mais en plus, il n'y a pas de valeur ajoutée sur le playmaking. Et sur la défense, je sais pas trop ce que tu en penses, mais moi, je le trouvais neutre, voire même neutre négatif. Et clairement, dans les bons contextes où on l'a vu, genre Philadelphie, bon, on était plutôt sur du neutre négatif, quoi. Ouais, parce qu'il est dans un poste un peu bâtard, où il a plutôt le physique d'un poste 3, mais pas la rapidité, pas l'explosivité pour tenir des postes 3, mais il est pas assez physique ni actif au rebond défensif pour être un bon défenseur au poste 4, quoi. Donc, Ouais, puis il a même pas il a pas trop d'instinct loin du ballon, il a pas de protection du panier sur les rotations, il y est pas, enfin, non, pas non, intercepteur, enfin, il y a presque rien, quoi. Il est relativement en bonne position, mais dès que tu l'attaques un peu, c'est compliqué, quoi. C'est un peu ça le problème. Et si ça doit être lui qui doit être faire la rotation depuis le côté faible pour te sauver dans le schéma, ben il va pas la faire ou il va mal la faire, quoi. C'est un peu ça qui est dommage. Donc c'est vrai que c'est pour ouais. ça que tout ça mis à bout, pas de playmaking, la défense relativement négative et du scoring qui est plutôt en volume, mais quelle est la valeur ajoutée de ça? Pas trop. C'est vrai que c'est un peu dommage et c'est pour ça que moi finalement je me disais même mais pourquoi est-ce que je l'ai dans le classement quoi finalement est-ce que j'ai pas juste voulu récompenser la production brute et la longévité. Est-ce que j'ai pas craint de me faire taper sur les doigts si j'allais pas dans le top 100? Je ne sais pas. Bah, tu vois, ça faisait partie des mecs que au début, instinctivement, j'avais deuxième ou troisième. Parce que oui, effectivement, production brute, longévité, mais quand tu fais les recherches et quand tu regardes vraiment en détail, tu vois que bah, c'est beaucoup de vide. Et même quand il y a de la matière, c'est pas forcément efficace, quoi. Donc c'est vrai Oui. que je m'attendais pas à être aussi bas sur Tobias Harris que je ne le suis actuellement. Ouais, et puis encore une fois, je pense que c'est par hasard si tu vois les Clippers qui sont une bonne équipe, ils l'échangent. Bon, bah, ils n'ont pas une autre star à gros volume en retour et pourtant bah, ils restent compétents quoi. Et tout le monde l'échange quoi. Ouais, parce que finalement, c'est Landry Shamet qui prend ses tirs, mais il apporte aussi de la défense. C'est vrai Voilà. que ça tournait bien aussi. T'enlèves les 15 tirs par match que prenait Tobias Harris, mais tu les donnes pas à Shamet. Tu les répartis un peu partout, et notamment à des joueurs qui potentiellement peuvent être aussi efficaces, voire plus. Enfin bref, c'est un cas très bizarre, hein, je trouve, parce qu'il ressemble beaucoup à Rudy Gay, mais presque en moins bon, je trouve. Ah, moi, je suis d'accord. Moi, je le mettrais moins bon. Avec un peu plus de chance que Rudy Gay, qui a vraiment été dans des contextes très pourris. Mais tu vois, par exemple, Rudy Gay, on peut passer au classement hein, d'ailleurs si tu veux, mais Ouais. Rudy Gay, moi je trouve que ce profil-là qu'il a eu dans ses jeunes années à Memphis, les deux premières, ça avait de la valeur parce qu'à côté, il y avait que des joueurs qui n'étaient pas encore très formés, très aboutis offensivement, les Mike Conley, les Marc Gasol. Donc il y avait de la valeur dans ce côté, bah, je prends les tirs parce que littéralement, il n'y a personne d'autre pour le faire. Et comme on est une équipe défensive, avoir un scoreur à efficacité moyenne, ça nous va. Mais après voilà, il n'y a plus aucun contexte positif pour Rudy Gay. Je trouve que intrinsèquement, il a été moins bon Tobias Harris, mais avec peut-être un peu plus de chance de tomber parfois par-ci par-là dans des équipes un peu plus compétentes, notamment Clippers et Philadelphie. Voilà, c'est beaucoup mieux que ce que Rudy Gay n'a jamais connu. Mais bref, oui, rapidement aussi, 748 minutes de playoff à peine, 748. C'est le 179e total de la décennie, 179e.
c'est plutôt très bas. Sachant que pour le minutage de saison régulière, il est 37. Là, il est 179. Pour te dire, c'est l'équivalent de Torrey Craig, qui a fait 2 campagnes de playoff en 2019 et 2020. T'avais besoin de le placer. Je le place dès que je peux. Non, mais Torrey Craig, qui fait à peine 2 campagnes de playoff sur cette décennie, il est même minutage. Et Andrew Bynum, pareil, hein, 2 campagnes de playoff sur 10, et il est au même niveau. Donc voilà, et surtout, tu l'as soulevé aussi, le côté l'efficacité en playoff qui dégringole dans son style de jeu. Dès qu'il est en playoff, l'efficacité baisse, donc ça à prendre en compte aussi. Bref, ton classement, donc je disais, moi je l'avais, j'ai pas dit d'ailleurs, mais toi, où est-ce que tu l'imaginais? Moi je me donnais un petit peu Rudiger comme je me donnais Rudiger et Harrison Barnes Ouais. comme un peu comme marqueur. Je l'ai en dessous de Rudiger, ça c'est sûr. Et ensuite Harrison Barnes, j'ai envie de récompenser sa défense Ouais. et ses années finalement à Golden State où c'est quand même valuable. Après, voilà, pour moi c'est autour d'Harrison Barnes, donc autour de la 48 aujourd'hui. Enfin, à ce moment-là, ce serait quoi, la 50e? Autour de la 50e place, quoi. Ok. Moi, je l'avais très très bas. Bah, en fait, je me posais la question, est-ce qu'il y a pas d'autres joueurs qui méritent mieux que pour l'instant je n'ai pas mis dans la liste, hein, des Jay Crowder, des Joe Ingles, des Andrew Bogut. Bref, donc ça c'est pour une conversation pour une autre fois. Non, je l'avais très bas parce que moi, il n'y a pas beaucoup de valeur à tirer de tout ça. Tu vois, par exemple, on prend J.R. Smith. J.R. Smith, quand il est dans des rôles à gros volume, bah, très peu efficace. Et finalement, la valeur que je trouve, c'est quand il est passé quelques saisons role-player 3&D, efficace au scoring, avec un répertoire totalement différent et plutôt bon, plutôt passable en défense, même plutôt bon en playoff. Donc je l'avais mis un peu en dessous de J.R. Smith, tu vois. Ouais, je peux comprendre. Mais effectivement, peut-être qu'il faudrait descendre Rudiger aussi, hein. C'est pas impossible parce que est-ce que ça mérite que Rudiger soit 5 places ou 6 au-dessus de Tobias Harris? Je suis pas convaincu. Et donc moi je disais en dessous de J.R. Smith, donc ce serait devant Beverley, Thompson, Bradley et Aminou, Avery Bradley et Alfaro Camino. Et c'est Ouais. la fin du classement. Donc ouais, moi je l'ai imaginé par là. Ouais, ça le ferait, ça le mettrait 54e, quoi. Donc ouais, j'ai dit 50, t'as dit 54, on est d'accord. Après, ça peut paraître sévère par rapport, tu vois, à Ray Allen qui a que 4 saisons. PJ Tucker qui a des saisons très valuables en défense à Houston, mais il n'y en a que 3-4. Et puis avant, il n'y a pas beaucoup. Enfin, c'est un role-player défensif, mais pas beaucoup de valeur en attaque, mais même une valeur négative en attaque. Mais tu vois, par rapport à Gay et Barnes, même Barnes, bon, moi, en fait, Barnes, j'ai dit que je prenais pas en compte son scoring un peu dans le vide à Dallas. C'est un peu la décennie de Tobias Harris, quoi. J'ai envie de dire, c'est la décennie pré-Philadelphie. Voilà, après la saison Ouais. et demie de la décennie avec Philadelphie. Après, ça dépend à quel point on veut donner de valeur à sa saison et demie, quoi. Si on Ouais. estime que c'est une bonne 4e option dans une équipe qui peut jouer finale de conférence, oui, pour moi, il est au-dessus de PJ Tucker et on peut le mettre en dessous d'Harrison Barnes. Si on ne donne pas trop de valeur à cette saison et demie, à ce moment-là, oui, il est en dessous de J.R. Smith parce qu'il est dans un rôle où finalement il a très peu d'impact, même quand il est dans des bons contextes. Comment faire? Ouais, je vais le mettre en dessous de J.R. Smith si ça te va. Ça me va, très bien. Par rapport à ta pondération, effectivement, je pondère pas beaucoup. la fin aux Sixers. Mais même, tu vois, c'est dommage parce que je pense qu'avec un autre joueur, il aurait pu avoir des Sixers champions NBA cette année-là. Ouais. Mais bref. Ok, faisons ça. Et donc, on arrive au quiz le plus compliqué de cette saga. Ça tombe sur toi, hein, le quiz de What the Fuck. C'est un quiz, c'est pas un kick est dans l'effectif, c'est pas un kick est sur le terrain, c'est un kick est trade. Oh non. C'est un kick est trade. Oh wow. Est-ce que tu es capable de me citer tous les joueurs qui ont un jour été impliqués dans les échanges de Tobias Harris? Ok. Parce qu'en fait, il a été échangé plein de fois, toute la décennie, on l'a dit, même avant d'être drafté. Donc, est-ce que tu es capable de me citer des joueurs impliqués dans ces échanges? Bon, il y en a des faciles quand même au début. Ah ouais, tu vois, il y en a. Ah d'accord, il y en a des faciles. Tu peux partir de 2020 en reculant. Ouais. Je t'aiderai de plus en plus peut-être. Ouais, du coup, il y a Landry Shamet. Ça, c'est celui avec les Clippers. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas Montrezl dans ce trade? Non, mais il y a un intérieur poste 5 shooter qu'on a déjà cité dans un quiz aujourd'hui. Mike Muscala? Exactement, Mike Muscala a fait le chemin inverse.
avec aussi Wilson Chandler, mais je te l'épargne. Et de l'autre côté, qui est-ce que les Clippers envoient en compagnie de Tobias Harris? C'est pas Dwight Howard? Non. Non, mais c'est un autre Non. pivot énormissime. Très grosse dimension, ce pivot. Ah, Marjanovic, bah oui, ils l'envoient ensemble. Mais oui, Marjanovic. évidemment. Oui, c'est les meilleurs amis du monde. Oui, évidemment. Ah, bien sûr, ouais. Et d'ailleurs, il y avait aussi notre ami de The Office, Mike Scott, ouais. Mike Scott est dans cet échange, ouais, il va aux Sixers. Ensuite, on remonte. Donc, donc ça, c'était février 2019. Janvier 2018, il est échangé aux Clippers depuis Détroit. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs de cet échange? Quelle horreur. Wow. Le gros joueur en échange, déjà. Ah oui, bien sûr, Blake Griffin. Blake Griffin, bien sûr. Oui, évidemment. Et je t'épargne Bryce Johnson et Willie Reed. Je te les épargne quand même. Merci. Par contre, est-ce que tu es capable de me citer qui est échangé depuis Détroit vers les Clippers? Je réfléchis, mais... On a un arrière défensif qui est arrivé de Boston, qui a fait quelques mois à Détroit, qui a ensuite échangé aux Clippers. Avery Bradley. Bradley, effectivement. Et on a le meilleur ami. Non. Le meilleur ami, encore Marjanovic? Exactement, Marjanovic. Bah oui. Oui, Marjanovic. Oui, c'est vrai qu'il est passé à Détroit. Ouais. On remonte, février 2016. Déjà, le mois de janvier-février, il fait pas bon d'être Tobias Harris. Tous les janvier-février, tu te fais échanger. C'est la trade deadline. Hein, exactement. Ça. Donc lui, il va... Attends que je dis pas de bêtises. Il parle de Orlando vers Détroit. Qui est-ce que Détroit envoie à Orlando? On a un ancien meneur qu'ils avaient signé, mais qui s'est blessé gravement et qui du coup a été remplacé. Reggie Jackson? Non, il a jamais été envoyé à... non. Qui est-ce que Reggie Jackson vient remplacer? C'est Jennings? Non. Exactement, c'est Brandon Jennings. Ouais. Et puis, Détroit envoie aussi un poste 4 qui, comme Jennings, est passé par Milwaukee, un poste 4 shooter turc, toujours à Milwaukee. Ilyasova, qui est toujours dans les quiz. Effectivement. Ouais. Omniprésent. On remonte. Février 2013. Il est échangé de Milwaukee vers Orlando. Est-ce que tu te souviens quelle est la pièce principale, au moins, on va dire? Oui, c'est JJ Redick qui a fait 10 matchs à Milwaukee, même pas, je sais plus combien de... un peu plus quand même, un peu plus. Ouais. Bon, je t'épargne Doram Lamb et Beno Udrih qui font le chemin inverse. Et il y avait aussi Gustavo Ayon d'ailleurs, qui va à Milwaukee, pardon. Et puis après, il y a le trade le soir de la draft. Alors là, c'est un trade à 4 équipes. Juste, on va essayer de voir est-ce que tu as les gros joueurs, on va dire. Un trade à 4 équipes. Vas-y. Il est drafté par qui à la base? Alors, à la base... Par Milwaukee, c'est ça? Non? Il y a 4 équipes dans le lot. Il y a un trade avec Sacramento, Milwaukee, Charlotte, et c'est déjà pas mal, en fait, c'est 3 équipes, je crois. Est-ce qu'il y a Nick Stauskas dans le trade? C'est pas Nick Stauskas. Non, c'est trop tôt. C'est un autre shooter NCAA. Ben McLemore ou Jimmer Fredette? Jimmer Fredette, effectivement. Donc Jimmer Fredette fait partie de ce trade. On a aussi de cette même draft qui fait partie des échanges en intérieur très athlétique, défensif. Biyombo? Exactement, Bismack Biyombo. C'est un trade à 3, Tobias Harris, Bismack Biyombo et Jimmer Fredette qui sont les 3 prospects qui sont échangés en gros. D'accord. Et puis voilà, bon, dans le lot, il y a aussi des Stephen Jackson et Sean Livingston, Corey McGetty, John Salmons, il est encore là, Beno Udrih, il est encore là. Et puis, allez, le dernier, en février 2011, il est échangé. Il est déjà dans la ligue en février 2011? Non, justement, il n'y est pas en tant que futur choix du premier tour. Oh, c'est pas vrai. Ah, oui, non, en gros, il y avait aussi Gerald Wallace. Voilà, Gerald Wallace. Donc voilà la liste de tous les joueurs qui ont un jour été impliqués dans l'échange de Tobias Harris. On part de Gerald Wallace, Stephen Jackson, Sean Livingston, jusqu'à du Boban Marjanovic. Mais là, on a fait la moitié de la ligue, là. Exactement. Voilà. Mais il se fait échanger tous les ans, donc en même temps, il y avait du monde.